Bonjour à toutes et à tous. J'ai grand plaisir à saluer les organisateurs de ce colloque, la conférence des présidents d'université, l'Université de Lyon, The Conversation France, et saluer l'ensemble des participants. C'est très frustrant pour moi de ne pouvoir intervenir que par l'intermédiaire de cette vidéo. Et voilà, les impératifs d'agenda ont fait que je n'ai pas pu me déplacer à Lyon. J'en suis désolé. Mais je voulais vous dire tout de même quelques mots au nom de l'Alliance Athéna. C'est vraiment une grande satisfaction, me semble-t-il, que la CPU continue à creuser un sillon qu'elle a commencé à investir depuis 2 ans, puisque nous avons là un nouveau colloque, celui qui nous réunit face au désordre de l'information, comment apprendre du lycée à l'université, qui s'inscrit, pour ainsi dire, dans une série. Ça commence à devenir une série. En 2016, à Caen, nous avions organisé Devenir citoyen à l'ère numérique, enjeux scientifiques et éducatifs, et plus récemment, à la Sorbonne Nouvelle, en février dernier, l'université comme rempart aux fake news. C'est vraiment, me semble-t-il, l'honneur et le devoir des universités de se mobiliser pour lutter contre l'ensemble des désordres de l'information, des fake news, des fake sciences, parce qu'il y va dans ces sujets majeurs pour la démocratie de la capacité d'abord à faire le départ entre savoir scientifique et savoir d'opinion. Il y va aussi, et encore plus fondamentalement, des règles mêmes de production et de validation du savoir scientifique. De ce point de vue, les sciences humaines et sociales ont un rôle tout particulier à jouer, non seulement parce que leur domaine propre d'étude est traversé de désinformation partisanes, orientées, mais aussi parce que les sciences humaines et sociales étudient les phénomènes de traitement, de transmission, de diffusion de l'information, ainsi que la question des validations des énoncés scientifiques ou à valeur de vérité. C'est la raison pour laquelle l'Alliance Athéna, Alliance nationale de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales, attache une très grande importance à cette initiative et la soutient évidemment de manière entière et résolue. Je dirais, peut-être pour nourrir le propos introductif et livrer quelques pistes de réflexion très rapides, qu'il y a à mon sens 3 responsabilités pour nous qui se présentent sur ce sujet en tant qu'éducateurs et formateurs, en tant qu'universitaires, en tant que scientifiques. Notre première responsabilité est d'abord d'introduire dans nos cursus des éléments de formation qui aident nos étudiants à faire un usage avisé et critique des médias, d'Internet, des ressources de toute nature qui s'y trouvent, et des réseaux sociaux, bien sûr. Ce qui est en jeu là, c'est la question même des sources, des croisements d'informations, de la critique, et en réalité, bon, on peut peut-être même aller plus loin. Cet apprentissage ne devrait en rien être dissocié de l'acquisition même des savoirs académiques, lesquels s'appuient eux-mêmes sur des ressources disponibles sur Internet de plus en plus, et aussi bien en produisent et en mettent à disposition. De fait, nos recherches peuvent alimenter le débat public, et même, je dirais, doivent l'alimenter. À ce titre, ignorer la mutation de nos environnements d'information et de débat, alors que nous y sommes plongés, cela n'a pas beaucoup de sens, et nous devons très certainement prendre la pleine mesure de toutes ces évolutions. Évidemment, mutatis mutandis, une réflexion similaire doit certainement être conduite dans le cadre scolaire. Notre deuxième responsabilité est sans doute d'inclure dans notre réflexion la formation des professionnels des médias, qui occupe évidemment une place très particulière dans ces problématiques. On observe aujourd'hui trop de manquements aux règles fondamentales d'un journalisme crédible et de référence, y compris de la part de médias de bonne réputation. Nous voyons trop souvent des articles appuyés sur des points de vue unilatéraux, sans vision contradictoire, sans enquête suffisamment approfondie. L'accélération de la circulation de l'information, la concurrence via les réseaux sociaux, dans le cadre d'une quasi-instantanéité, n'y est sans doute pas pour rien, mais cette évolution ne peut pas tenir lieu d'argument pour se résigner à cette situation. Et je le dis d'autant plus volontiers que ce colloque est organisé avec The Conversation France, qui repose sur de toute autre base déontologique que celle que je dénonce. Notre troisième responsabilité, enfin, nous, formateurs, universitaires, scientifiques, eh bien, elle est de nous exercer constamment, nous-mêmes, à respecter des règles de méthode,
non seulement dans notre champ de recherche, bien entendu, mais au-delà. La désinformation est insidieuse et elle peut toucher chacun d'entre nous. Comment ne pas tomber dans le régime d'opinion? Depuis Socrate et Platon, la philosophie en débat à perte de vue. Alors, autorisez-moi à citer un philosophe parmi tant d'autres, mais très cher au cœur des Français, Descartes, qui, dans son discours de la méthode, nous livre 4 préceptes. Et si je mentionne Descartes, ce n'est pas parce que c'est une autorité pour les Français et en général. Dire que c'est une autorité ici ferait contresens. Non, je le mentionne parce que c'est celui qui a pris un jour une décision définitive, comme il l'explique lui-même. Je pris un jour résolution d'étudier aussi en moi-même. Alors, je suggère que nous fassions notre miel du début du premier précepte des règles de la méthode, selon Descartes. Le premier précepte était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle, c'est-à-dire éviter soigneusement la précipitation et la prévention. Je vous souhaite d'excellents travaux et débats. Je vous remercie. À bientôt.